Est-ce que votre vie ressemble autant à celle de vos parents? Problème, vous êtes dans une pièce et dans cette pièce il y a une table sur laquelle est posée deux machines qui n'ont rien de spectaculaire en apparence. Elles sont sobres, presque rudimentaires, avec une fente sur le dessus pour y glisser quelque chose. Il y a deux boutons sur le devant, le premier dit coopérer et le second dit tricher. Vous avez une pièce de monnaie dans la main, une pièce ordinaire, froide, dont vous sentez le relief sous les doigts. En face de vous, de l'autre côté de cette table, il y a quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, dont vous ne savez pas le nom, ni d'où il vient, ni de ce qu'il pense ou ce qu'il a l'intention de faire. Lui aussi a une machine devant lui et lui aussi tient une pièce dans sa main. Les règles sont simples et je vais vous les lire une seule fois. Si vous glissez votre pièce dans la machine, vous coopérez. Et si lui fait la même chose, vous gagnez tous les deux 2 pièces chacun, ce qui veut dire que vous repartez avec plus que ce que vous aviez au départ, et c'est le meilleur résultat collectif possible, celui où tout le monde est gagnant, celui qu'on appellerait volontiers le scénario idéal si ce mot ne sonnait pas si naïvement dans un monde de vraies décisions. Si vous coopérez et que lui garde sa pièce, vous perdez la vôtre intégralement et lui en gagne 3, ce qui veut dire que vous avez tout donné et qu'il a tout pris et que votre générosité aura été exactement ce qui vous aura coulé. Si vous gardez votre pièce et que lui coopère, c'est l'inverse, vous gagnez 3, il perd tout. Et si vous gardez tous les deux, personne ne gagne rien et personne ne perd rien, ce qui est, dans un sens, la forme la plus équilibrée de la méfiance mutuelle ou un équilibre parfait dans le vide. Vous avez quelques secondes pour décider de ce que vous allez faire de cette pièce. La plupart des gens gardent leur pièce et ils ont tort de penser que c'est une faiblesse morale parce que ce n'en est pas une. C'est au contraire la réponse la plus rationnelle possible si l'on s'en tient au calcul pur. Si vous regardez les deux situations dans lesquelles vous coopérez, dans le meilleur cas vous gagnez 2 pièces et dans le pire cas vous perdez tout, ce qui veut dire que coopérer vous expose à un risque de ruine totale si l'autre choisit de trahir. Regardez maintenant les deux situations dans lesquelles vous trichez. Dans le meilleur cas vous gagnez 3 pièces et dans le pire cas vous ne perdez rien du tout, ce qui veut dire que trahir vous garantit au minimum de ne pas vous retrouver les mains vides. Quelle que soit la décision que prend l'autre, qu'il coopère ou qu'il triche, vous êtes toujours mathématiquement mieux ou strictement égal si vous gardez votre pièce, et jamais dans une position inférieure. Trahir est ce qu'on appelle en théorie des jeux une stratégie dominante, c'est-à-dire une stratégie qui est optimale pour vous, indépendamment de ce que fait l'autre, et c'est exactement pour ça que vous avez gardé votre pièce. Et là, maintenant que vous avez cette pièce dans la poche, je vais vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à répondre, une question dont vous allez comprendre le poids exact quand vous aurez tout le reste du raisonnement sous les yeux. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas faire confiance? Et surtout, est-ce que ce choix était réellement le vôtre ou est-ce qu'il vous a été installé avant même que vous soyez en âge de choisir? Gardez cette question en tête, on va y revenir, et à ce moment-là, elle aura un sens que vous n'imaginez pas encore. En 2017, un développeur indépendant canadien qui s'appelle Nicky Case publie sur internet une simulation interactive qui est à la fois un jeu et un essai, à la fois une démonstration mathématique et quelque chose qui ressemble à de la littérature. Ce jeu s'appelle l'évolution de la confiance, dont la question centrale est exactement celle que je viens de vous poser. Pourquoi, dans un monde où tout le monde gagnerait à coopérer, est-ce que la méfiance finit presque toujours par l'emporter? Sa mécanique est précisément celle que vous venez d'expérimenter, la machine à pièces, le choix binaire entre coopérer et trahir, ce qu'on appelle aussi depuis les années 50 le dilemme du prisonnier, une structure de jeu qui a été étudiée par des mathématiciens, par des économistes, des biologistes, des politologues et qui continue de fasciner parce qu'elle modélise avec une simplicité désarmante un problème qui est au cœur de toute vie collective. Comment deux individus rationnels qui ont intérêt à coopérer finissent-ils par ne pas le faire? Ce que Nicky Case ajoute, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est la dimension temporelle et populationnelle. Il ne vous fait pas jouer une fois, mais 100 fois contre le même adversaire, et il peuple ensuite le tournoi de plusieurs adversaires différents, chacun avec sa propre stratégie, sa propre façon d'aborder la machine. Ensuite, il vous montre ce qui se passe sur le long terme quand ces stratégies s'affrontent, s'imitent, prolifèrent ou disparaissent selon leur résultat, et ce résultat va vous surprendre parce qu'il contredit presque tout ce qu'on pense intuitivement sur la façon dont le monde fonctionne. Dans cette simulation, il y a 5 personnages, 5 stratégies de survie. Le coopérateur, par exemple, glisse toujours sa pièce, sans condition et sans exception. Le tricheur, lui, garde toujours la sienne, une stratégie d'exploitation pure qui tire le maximum de tous ceux qui lui font confiance. L'imitateur, le plus élégant des trois dans sa logique, il fait exactement ce que vous venez de lui faire au round précédent. Ni plus, ni moins. Un miroir parfait de vos propres décisions qui vous renvoie à vous-même avec une précision arithmétique. On les met tous ensemble dans le tournoi, on les fait jouer les uns contre les autres sur 100 rounds et on regarde. Dans les premiers rounds, le tricheur domine de façon spectaculaire et presque satisfaisante à regarder, parce que ça confirme l'intuition initiale. Chaque fois qu'il tombe sur un coopérateur, il prend 3 pièces et lui en laisse 0, et les coopérateurs sont nombreux au début du tournoi, ce qui veut dire que le tricheur accumule à une vitesse qui donne l'impression que la conclusion est déjà écrite, que la méfiance a raison et que la générosité est effectivement une naïveté de perdant. Le coopérateur qui a été saigné par tous les tricheurs qu'il a croisés voit son score s'effondrer au point de sortir du tournoi. La règle du tournoi est que les stratégies dont le score est trop bas sont éliminées et remplacées par des clones, des stratégies qui performent le mieux, ce qui veut dire que la population évolue, que les perdants disparaissent et que les gagnants prolifèrent, exactement comme dans la sélection naturelle mais appliquée aux comportements sociaux.
Et quand le coopérateur disparaît, le tricheur perd sa principale source de revenus parce qu'il ne peut rien tirer des imitateurs qui lui rendent trahison pour trahison, ni de ceux qui, après la première trahison, ne lui donnent plus jamais rien, ni même des autres tricheurs, puisque deux tricheurs qui se font face ne génèrent ensemble que des zéros mutuels, une stase parfaitement inutile. Et ce qu'on voit alors, à mesure que le round s'accumule et que la population se stabilise, c'est l'imitateur qui domine, parce qu'il a cette propriété remarquable de n'être ni exploitable ni rancunier à l'infini. Il s'adapte à ses interlocuteurs, il coopère avec ceux qui coopèrent, il résiste à ceux qui trahissent et il génère des échanges mutuellement bénéfiques qui font monter son score de façon régulière et durable. La stratégie qui gagne sur le long terme dans une population mixte et mouvante n'est donc ni la générosité absolue, ni la brutalité permanente, mais quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus exigeant, la capacité à parler exactement le même langage que son interlocuteur, à envoyer le bon signal au bon moment, à ressembler suffisamment à l'autre pour que la coopération s'installe et se maintienne. Autrement dit, dans tout système humain qui dure, ce ne sont pas les plus généreux ni les plus brutaux qui survivent, ce sont ceux dont le logiciel est le plus compatible avec le logiciel de ceux qui les entourent. Retenez ça, on va en avoir besoin. Faisons le point. Vous venez de comprendre quelque chose qui s'applique, non pas à des personnages animés dans une simulation, mais à la composition réelle de votre entourage, à la façon dont vos amitiés se sont formées, à la question de savoir pourquoi vous vous sentez immédiatement à l'aise avec certaines personnes et inexplicablement en décalage avec d'autres. Derrière cette règle, la question n'est pas est-ce que je suis assez bon, mais est-ce que mon code est le bon code pour ce territoire, et ces deux questions n'ont pas du tout la même réponse. Je veux maintenant vous emmener dans une simulation différente, construite à partir d'une intuition complètement différente, par des gens qui pensaient à un problème complètement différent, mais qui pourtant nous emmène au même endroit par un chemin que vous n'avez pas vu venir. En 2014, une mathématicienne qui s'appelle V-Art et Nicky Case, encore le même Nicky Case, publient ensemble un article jouable qui s'intitule Le parabole des polygones et dont l'objet est d'expliquer comment une société peut se retrouver profondément ségrégée alors même que presque aucun de ses membres ne souhaitait cette ségrégation. Thomas Schelling, prix Nobel d'économie 2005, avait modélisé en 1971 pourquoi des quartiers entiers devenaient monocolores même quand personne ne voulait vraiment la ségrégation. Il jouait son modèle à la main sur un échiquier avec des pièces de monnaie représentant deux groupes en appliquant une règle unique. Chaque pièce voulait changer de place si moins d'un tiers de ses voisins lui ressemblaient. Un tiers. 33%. La règle ne dit pas « je veux être entouré uniquement des gens qui me ressemblent », elle dit exactement le contraire. Elle dit « je veux simplement ne pas être le seul de mon espèce dans mon voisinage immédiat. J'accepte jusqu'à 66% de différence autour de moi, ce qui est parfaitement raisonnable. » Et ben maintenant, regardons ce que cette règle, si minuscule et si parfaitement raisonnable, produit quand on la laisse tourner, parce que le résultat va être exactement à l'opposé de ce que la règle semblait promettre. Au début, la carte est mélangée, des triangles jaunes, des carrés bleus qui cohabitent dans une relative diversité, et si on prenait une photo à cet instant et qu'on demandait à quelqu'un de décrire cette société, il dirait qu'elle est ouverte, qu'elle est tolérante et plurielle. Et il aurait raison parce que elle l'est, parce que chacun de ses membres l'est réellement. Et puis les formes commencent à bouger, et chaque déplacement déclenche d'autres insatisfactions chez des voisins qui étaient pourtant contents avant, dans un enchaînement qui s'accélère jusqu'à ce que la carte entière soit en mouvement. Après 30 secondes, 78% de ségrégation. Des blocs, des frontières nettes que personne n'a voulu, que personne n'a décidé. 33% de préférences individuelles, mais 78% de ségrégation collective. Une préférence minuscule, un résultat catastrophique. Et personne n'a rien décidé. C'est ce que Schelling a appelé le point de rupture, l'endroit précis où une préférence douce et bien intentionnée se retourne contre elle-même. Gardez maintenant cette image, un petit carré bleu perdu au milieu du quartier jaune qui clignote parce qu'il cherche ses 33% de semblables et ne les trouve pas, qui va se déplacer et chercher et essayer un coin, puis un autre, sans jamais trouver l'équilibre. On va lui donner un nom, mais pas encore. Schelling avait tout prévu. La ségrégation, le point de rupture, les frontières invisibles, la masse. Mais il y a quelqu'un que son modèle n'a pas vu. Quelqu'un que la carte n'a pas de case pour représenter. Et ben moi je le connais. Et dans quelques minutes vous aussi. Refaisons le point. D'un côté, une simulation qui dit que la stratégie gagnante sur le long terme est celle qui parle exactement le même langage que son interlocuteur. De l'autre, une simulation qui dit qu'une préférence individuelle de 33% produit mécaniquement une ségrégation quasi totale et qu'une fois ce tri opéré, il est presque impossible à défaire de l'intérieur. Ces deux simulations décrivent le même phénomène, vu de deux angles différents, et ce phénomène va devenir très précis et très personnel, parce qu'on va maintenant introduire une variable que ni l'une ni l'autre n'avait prévue, quelqu'un qui essaie de jouer dans les deux systèmes en même temps. Revenons alors à la simulation de confiance. Le tournoi tourne, l'imitateur est en tête,
Et Nicky Case ajoute alors une variable qui s'appelle le bruit, un taux d'erreur de communication, un pourcentage de rounds au cours desquels le signal que vous voyez est reçu de façon inversée par votre adversaire indépendamment de votre intention, simplement parce que le système de communication réel ne sont jamais parfaitement fidèles. À 5% de bruit, quelque chose se brise entre deux imitateurs. Un round sur 20, l'un reçoit trahison alors que l'autre voulait dire coopération. Il répond trahison, l'autre répond trahison et ils ne s'en sortent plus. Non pas parce que l'un d'eux a voulu la guerre, mais parce qu'un signal a été mal transmis une fois sur 20. C'est tout. Et c'est suffisant. Le bruit transforme les malentendus en guerre, et les guerres en prison. Et le plus troublant, ce n'est pas la malveillance qui produit ça, c'est juste du bruit dans le signal. Mais dans la vie réelle, le bruit n'est pas symétrique. Quand un triangle fait une erreur, le mauvais mot, le mauvais ton, elle est le plus souvent traitée comme une distorsion passagère, absorbée et oubliée. Quand un carré fait la même erreur, exactement la même, avec exactement la même absence d'intention malveillante, elle n'est pas toujours reçue comme du bruit, elle est parfois reçue comme un signal révélateur, une confirmation d'une hypothèse latente sur sa place dans cet espace, sur la question non posée mais toujours présente de savoir s'il est vraiment d'ici. Et voilà ce que ça donne dans le réel. Quelqu'un arrive à un dîner professionnel, il a mis 1 heure à choisir ce qu'il allait porter, il sait exactement de quoi il faut parler et de quoi il ne faut pas parler, et pourtant, à un moment, il utilise un mot légèrement trop familier, ou il rit une fraction de seconde trop tôt, et il y a dans la pièce un silence d'un quart de seconde que personne ne remarque consciemment mais que tout le monde a enregistré, et lui plus que les autres, parce qu'il guettait exactement ce silence depuis le début du repas. Il va maintenant passer le reste de la soirée à recalibrer chaque signal suivant pour compenser cette micro-erreur qui, pour les autres, n'existe déjà plus. Appelez ça un impôt cognitif si vous voulez, un prélèvement permanent et invisible sur les ressources intentionnelles d'une personne, un coût qui ne figure dans aucune statistique de performance, mais qui est réel, mesurable, si on sait quoi mesurer. Revenons à la carte des polygones. Je vais faire quelque chose que Schelling n'a pas fait. Relancer sa simulation, exactement les mêmes règles, mais j'y ajoute un individu, un seul. Un pentagone vert avec la même règle que les autres. Il veut qu'au moins un tiers de ses voisins lui ressemblent. On lance la simulation, les triangles trouvent leur équilibre dans le quartier jaune, les carrés dans le quartier bleu, et le pentagone vert cherche, il se déplace vers le quartier des triangles, 0 pentagone, mécontent il repart vers le quartier des carrés, 0 pentagone aussi, mécontent il repart. Les zones mixtes n'existent plus. Dans un système à 2 catégories qui s'est trié selon la règle de Schelling, une troisième catégorie isolée ne peut structurellement pas atteindre l'équilibre. Ce n'est pas un jugement sur les mérites ou ses efforts, la solitude du pentagone n'est pas un échec personnel, c'est une propriété du système dans lequel il essaie d'exister, et ce pentagone a un nom, on l'appelle le transclasse. Dans la simulation de confiance, on peut modéliser ce moment de traversée avec un personnage que nous allons appeler le voyageur, quelqu'un qui a été formé dans un environnement différent de celui où il joue maintenant, qui a appris ses réflexes de communication dans un monde aux règles différentes et qui essaie d'apprendre et d'appliquer le code du nouveau monde. Il arrive dans le groupe des imitateurs avec la volonté sincère de coopérer. Au premier round, ça marche, mais au deuxième, quelque chose de subtil se produit. Le voyageur hésite une fraction de seconde avant d'envoyer son signal, pas parce qu'il a l'intention de trahir, mais parce que son logiciel d'origine contient un réflexe de vérification. Une prudence préalable à l'engagement qui était parfaitement adaptée à l'ancien quartier, mais qui produit dans le nouveau une micro-hésitation que l'imitateur interprète comme du bruit. Ce n'est pas une trahison, c'est un accent. Une façon de tenir sa pièce qui n'est pas tout à fait celle du quartier, qui porte encore la trace dans l'endroit d'où on vient. Sur 500 rounds, le voyageur produit un score viable, respectable, mais il reste systématiquement juste en dessous du score moyen des imitateurs natifs par un écart régulier et persistant qui ne se referme jamais tout à fait, parce que le bruit résiduel de son accent ne disparaît jamais tout à fait non plus. Et ce score, presque égal, cache quelque chose. Un imitateur natif dépense une fraction de sa capacité attentionnelle à surveiller les échanges. Le voyageur dépense la majeure partie de la sienne à faire la même chose parce que son logiciel d'origine et l'environnement du nouveau quartier ne sont pas parfaitement compatibles. Il court à la même vitesse, son score le prouve, mais avec un poids que les autres n'ont jamais eu à porter. Trop carré pour les triangles, trop triangles pour les carrés. Je veux maintenant revenir au tout début de cette conversation, à cette pièce froide, dans votre main, parce qu'on a maintenant tous les éléments pour répondre à la question que j'ai posée alors et laissée ouverte. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas faire confiance? Et est-ce que ce choix était vraiment le vôtre? Ce choix était le vôtre dans le sens où vous l'avez fait vous-même, consciemment et délibérément. Mais il était aussi le produit d'un logiciel que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas installé vous-même, que vous avez reçu de l'environnement dans lequel vous avez grandi et qui dit, dans des situations d'incertitude avec un inconnu en face et des enjeux réels, que la prudence est la réponse par défaut. Certaines personnes restent dans le quartier où elles sont nées et le logiciel fonctionne sans friction, et leur bruit est minimal, et leur impôt cognitif est proche de zéro. Et d'autres, pour des raisons qui sont rarement entièrement choisies, qui sont plutôt une configuration particulière de circonstances, d'opportunités et de nécessités, traversent vers un autre quartier et apprennent le code, et s'adaptent, et performent, et restent juste en dessous et paient l'impôt.
ils sont les pentagones sur la carte et continueront de l'être. Pas parce qu'ils manquent de mérite ou de capacité ou d'effort, mais parce que c'est une propriété mathématique du système dans lequel ils ont décidé d'exister. Le transclasse n'est pas quelqu'un qui a réussi dans le sens plein et entier et apaisé que ce mot devrait avoir quand on le dit sans restriction et sans réserve. C'est quelqu'un qui a survécu à une simulation qui ne voulait pas de lui, qui a traversé une frontière géométrique que la dynamique de Scheiling rend presque infranchissable, qui a appris un nouveau logiciel de communication sans pouvoir désinstaller l'ancien, qui a atteint un score viable dans un système dont il n'avait pas le code natif et qui paie pour tout ça un impôt cognitif permanent, invisible, non comptabilisé, dans les 70% d'énergie dépensée à surveiller un bruit que les natifs n'ont pas besoin de surveiller. Et cette survie a un prix, qui n'est pas dans les scores et pas dans les classements. Un prix qui est dans la question qui revient, dans les moments tranquilles, dans les endroits où la surveillance peut enfin se relâcher. Quelle est ma véritable forme? La simulation s'est arrêtée, mais le bruit, lui, continue.